Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, mon invité est Gaspard Huet. On va pouvoir échanger avec lui de sujets divers et variés. Alors déjà, le premier, on va crever l'abcès tout de suite. Nous avons le même entraîneur et donc c'est par l'intermédiaire entre autres de Christophe Conscaonet, mais pas uniquement. Déjà, bonjour Gaspard. Bonjour Armano, merci beaucoup de me recevoir. Ravi de participer à ton podcast. T'en prie, écoute, c'est un plaisir. Je te le disais en off, ça me déstabilise un peu parce que tu es dans une salle de réunion vitrée, donc on voit les gens qui passent derrière, mais on n'entend pas de bruit. Celles et ceux qui veulent voir un petit peu ça, vous pouvez aller sur YouTube et puis vous verrez la vidéo de notre enregistrement. Tiens d'ailleurs, Gaspard, comment ça se fait que tu es dans une salle de réunion comme ça? T'es où? Tu fais quoi dans la vie avant qu'on rentre sur le côté sportif? Alors là, à un instant T, je suis à Station F dans une salle de réunion qui s'appelle Submarine et c'est vrai qu'on s'y retrouve un peu avec la ville derrière, on se sent un peu dans le sous-marin. Je suis à Station F parce que je suis entrepreneur dans la vie. J'ai fondé avec deux associés une entreprise qui s'appelle Haro, qui est une entreprise dans la santé préventive. Notre objectif, c'est d'aider nos utilisateurs à vivre mieux aujourd'hui, optimiser leur santé et prévenir les maladies pour vieillir dans le meilleur état possible. Et on fait ça avec un copilote de santé personnelle qui va s'appuyer sur des tests avancés, notamment des prises de sang de plus de 62 marqueurs, de l'IA pour proposer un plan d'action hyper personnalisé sur tous les piliers de la prévention, donc de la nutrition, du sommeil, de l'activité physique, des compléments alimentaires, de la santé mentale, bref, tous les piliers qui peuvent nous aider à performer, optimiser notre santé et vieillir en meilleure santé. Excellent. Aro, ça s'écrit A-R-O, hein. Il n'y a pas Tout de à fait. H caché, il n'y a pas d'autres lettres cachées qu'on n'entend pas. Non, ça s'écrit aéro. Et ça veut dire quoi, aéro? Alors, pour être tout à fait transparent, pour plein de raisons, on avait une très petite fenêtre de tir pour trouver un nom. Donc, c'était 2 jours de brainstorming maximum pour choisir notre nom. Et on aimait beaucoup le nom Aura, qui à la fois avait cette idée d'avoir de l'aura. Quand on est en bonne santé, on peut resplendir, entre guillemets. Dans pas mal de langues, ça a aussi une signification de vitalité. Donc, on trouvait ça super. Malheureusement, il était déjà pris dans d'autres pays, écrit un peu différemment, mais sur des secteurs un peu trop proches. Et donc, on l'a juste inversé. Et on s'est dit que finalement, c'était pas si mal parce que ça donne aussi de la notion de précision, comme une flèche en anglais. Et ce qu'on fait, c'est de la médecine personnalisée et de précision parce qu'on va aller vraiment utiliser la data propre à chaque individu pour personnaliser l'accompagnement ensuite. Donc, ça marche pas mal. Bon, écoute, je suis content de ma question à la con parce que finalement, ça permet de rentrer un petit peu dans le sujet. Moi, j'aime bien le côté aussi inversé, c'est-à-dire que on inverse parfois les rôles. Souvent, on se dit qu'il faut être en bonne santé pour faire du sport et pour prendre soin de soi. Finalement, on peut aussi prendre soin de soi et ça va engendrer de la bonne santé ou un bon état physique et mental. Je sais pas ce que tu en penses. Complètement. Nous, c'est tout à fait ce pour quoi on se bat, c'est le fait de dire que en fait, on a tous en nous la plupart des outils pour améliorer notre forme, avoir plus d'énergie au quotidien, atteindre ses objectifs. C'est quelque chose qui est très important dans l'accompagnement qu'on propose, c'est que on va vraiment personnaliser en fonction des objectifs. On a plein de personas, certains qui sont très sportifs et certainement des auditeurs du podcast. Et là, l'objectif va plutôt être dans l'optimisation de la performance, de la récupération pour avoir de l'énergie à l'entraînement. Et d'autres ont des objectifs beaucoup plus terre à terre, des quinquagénaires qui cherchent juste à faire un check-up, être en meilleure forme possible pour leurs proches, leurs petits-enfants. Et en fonction de ces objectifs, on va adapter l'accompagnement. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que quel que soit l'objectif, 80%, c'est nous ce qu'on appelle du lifestyle, c'est des actions qu'on peut mettre en place. 20%, ça va être de la génétique. Mais donc, en fait, rien n'est acquis ou inné. Une grosse partie, c'est des choses que l'on peut faire, que ce soit du sport, de la nutrition, toutes ces choses-là qui vont avoir un impact sur la santé physique et mentale, parce qu'on le sait aussi que faire du sport, ça nous fait souvent aussi du bien à la tête. Ouais. Bon, après, moi, je suis un peu déçu parce qu'on avait déjà parlé en off. Et pour l'instant, c'est pas encore développé ou pas encore disponible pour les gens qui n'habitent pas sur Paris, si j'ai bien compris. J'ai hâte. Alors, on a lancé Lyon et Marseille, enfin la région Rhône-Alpes au sens large et Marseille-Aix-en-Provence il y a quelques semaines. Et normalement, on devrait très vite, je ne sais pas exactement quand le podcast va sortir, mais avoir beaucoup de villes. Il me semble que tu es à Toulouse. Toulouse, c'est dans C'est les ça. petits. Bon, nickel. J'ai hâte, j'ai hâte. Ce serait bien que je puisse tester avant de diffuser le podcast, comme ça je rajouterai une petite cassule pour faire mon retour. Anyway, revenons à toi. J'ai dit que tu étais Gaspard Oé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, c'est déjà fait, mais ce que tu fais dans la vie en dehors d'être un entrepreneur?
Donc, 30 ans entrepreneur. Et en effet, ce que je fais dans la vie à côté, c'est que je suis passionné de sport. D'abord de sport co, j'en ai fait pendant près de 15 ans, du hockey sur gazon où j'ai joué au plus haut niveau français. Ça m'a donné vraiment le goût du dépassement de soi, de l'atteinte de ses objectifs. Et pour plein de raisons, j'ai pivoté vers les sports d'endurance il y a maintenant 3 ans. Et j'ai choisi le triathlon parmi tous ces sports. J'aimais bien le côté diversité, j'aimais bien le vélo, j'aimais bien la course à pied. Je n'avais pas spécifiquement la natation, mais comme plein de triathlètes finalement. Et puis, voilà, ça fait 3 ans. J'ai eu un parcours commencé par un Alpha Ironman. J'ai eu le virus à 100% de plein d'entraînement, de la réussite derrière. Et après ça, j'ai choisi de m'y mettre un peu plus sérieusement avec un objectif Ironman. Le choix de prendre un coach, Christophe, qu'on partage. Et donc, j'ai fait mon premier Ironman full distance l'année dernière. Et maintenant, les objectifs, tu vois, progressent d'année en année. Donc là, on va avoir un projet un peu plus ambitieux pour cette année, j'espère. Oula, oula. Alors, tu ne nous dévoiles pas encore tout ça. Revenons un petit peu sur ta découverte du sport d'endurance et en particulier du triathlon. Tu l'as dit, tu as fait pas mal de hockey sur gazon. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir quelques anciens footballeurs, anciens basketteurs, anciens handballeurs. C'est des sports où il y a beaucoup plus d'intensité que de l'endurance. Justement, malgré tout, on a une certaine forme d'endurance dans l'intensité. Est-ce que tu as eu l'impression, quand tu as arrêté le hockey sur gazon et que tu t'es tourné vers d'autres sports, que effectivement ton passé t'aidait? Ouais, énormément, parce que en effet, le hockey sur gazon, c'est un sport très intense. On est quasiment tout le temps en VO2 en fait quand on est sur le terrain, parce que c'est un sport où, à l'instar du basket ou du handball, où on peut changer en permanence. Donc c'est très fréquent, plus le niveau progresse, d'en fait faire des 4-5 minutes sur le terrain très très intense, sortir de 3 minutes, re-rentrer, etc. Mais la préparation qu'on va faire pour une saison de hockey, in fine, inclut pas mal d'endurance, parce que pendant l'été, on va faire du foncier parce qu'il faut une base de foncier forcément, avec des footings, de l'endurance qui vont servir ensuite. Et pendant la saison, on avait 1 à 2 séances d'entraînement de prépa physique, quoi, sans la crosse, sans la balle. Et là, c'est un peu ce qu'on pourrait faire aujourd'hui dans un programme avec des séances de VO2 finalement. Des sessions de 400 mètres, de 1 km. Et donc ça, je dirais que l'impact sur la VO2 et la vitesse était quand même déjà là. Et justement, dans ta pratique, toi, donc tu étais au plus haut niveau, ça représentait combien d'entraînements par semaine, combien d'heures d'entraînement, si tu as une idée à peu près? Alors, on sort les week-end shocks, les stages, etc., mais en moyenne sur l'année? Alors, ça dépendait des années, parce que forcément, on a eu plein de coachs, certains qui avaient plus ou moins, nous demandaient plus ou moins d'investissement. Et puis moi aussi, quand j'étais étudiant, forcément, j'avais beaucoup plus de temps à donner, et donc parfois, je faisais des spécifiques en plus. Je dirais qu'au maximum, ça représentait 4 entraînements par semaine qui font chacun 2 heures à peu près, et un match le week-end. Là, pour le coup, on était, nous, en division nationale, donc le match, c'est un déplacement partout en France, donc parfois la veille, parfois le jour même, etc. Et le minimum, je dirais que c'était 3 entraînements par semaine et un match le week-end. Ok. Ouais, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'heures, quoi. Exactement, ouais. Comment tu gères ça? Alors, tu l'as dit, tu étais étudiant à un moment, mais dès que tu commences à avoir une vie de famille, une vie professionnelle, comment tu arrives à orienter tout ça? Parce que le sport individuel, comme l'est le triathlon, on peut aller nager le matin, on peut aller nager le midi, on peut aller courir à midi, on peut sortir le vélo de temps en temps le week-end, on peut prendre des après-midi pour aller rouler. Mais quand c'est un sport collectif, malheureusement, c'est pas toi qui décides de ton planning. Exactement. Et c'est, pour être tout à fait transparent, la raison principale pour laquelle je suis passé à un sport individuel. Alors, il y en avait d'autres, mais en effet, c'était très prenant. On n'a aucun contrôle sur le planning, sur l'agenda. Forcément, un sport collectif, il y a aussi plein d'à côté qui sont nécessaires pour la vie de groupe, pour coordonner ce petit monde sur la stratégie, etc. Donc, il n'y a pas seulement du temps effectif d'entraînement, il y a du temps de déplacement, il y a du temps de briefing, de tableau noir, de brunch en équipe, etc. Donc, en effet, ça prenait beaucoup de temps. Au début de ma vie pro, j'arrivais, en fait, c'était un impondérable, quoi. C'était obligatoire. Donc, mon agenda tournait autour de ma pratique sportive. Heureusement, c'est le soir. Donc, les entraînements nous étaient de 20h à 22h.
avec le temps d'y aller, etc. Bon, j'étais motorisé, c'était départ à 19h du travail. J'arrivais à faire ça 2 fois dans la semaine, mais si le reste du temps, du coup, je devais compenser en venant un peu plus tôt, partant un peu plus tard parce que j'avais déjà un travail qui me prenait beaucoup de temps. C'était compliqué peut-être plus pour ma copine parce que forcément, ça fait 2 soirs dans la semaine, un retour très tardif à la maison, minimum. Le samedi matin, il est bloqué. Le dimanche, il est bloqué toute la journée. Et puis quand on rajoutait les gros moments où il y avait un troisième ou un quatrième entraînement, là, ça faisait plus beaucoup de temps pour les proches. Donc, j'avais la passion. Forcément, quand la passion commence à s'étioler, on se dit que c'est beaucoup de sacrifices parce qu'on n'a aucun contrôle sur l'emploi du temps. Et c'est là que petit à petit, je me suis dit que le sport individuel, même si en termes d'amplitude horaire, c'est pas forcément beaucoup moins, on enlève les déplacements parce qu'on peut le faire de là où on est, on n'a pas besoin de se déplacer sur le terrain. Et surtout, on le fait le midi, le matin, quand ça nous arrange. Ouais, on s'organise, quoi. Et comme tu dis que tu avais déjà un boulot très prenant. Parce qu'on ne vivait pas du sport du hockey sur gazon à haut niveau en France? Alors non, malheureusement, en France, il y a très très peu, il y en a quelques-uns, il y a très très peu de joueurs qui sont professionnels. On est un sport plutôt semi-pro ou amateur. Voilà, donc moi non, moi je gagnais pas d'argent, j'ai joué toujours dans mon club de cœur. J'avais certains joueurs dans mon équipe qui étaient payés pour jouer. C'était en général plutôt des joueurs internationaux. En gros, on venait renforcer l'équipe chaque saison avec des joueurs qui venaient de championnats un peu plus forts et qui nous aidaient à progresser et qui eux allaient avoir été logés, payés un peu pour entraîner des jeunes et payés un peu potentiellement pour jouer. Ouais. Quand tu es entrepreneur dans la santé, santé, bien-être, est-ce que cet amour de la data, de la santé et autres, te vient aussi du sport que tu as pratiqué plus jeune? C'est un petit peu brouillon ma question, mais en gros, quand on fait du sport individuel, on n'a pas trop le choix que de s'intéresser à l'entraînement, à savoir comment ça fonctionne, essayer de comprendre comment fonctionne notre corps, essayer d'appréhender les différents signaux de notre corps. Quand on est dans un sport collectif, d'autant plus au haut niveau, on a souvent tout un staff qui tourne autour de nous et qui s'occupe de tout ça pour nous. Toi, est-ce que ça t'est venu de ta pratique? Est-ce que ça t'est venu d'une certaine frustration dans ta pratique? Ou est-ce que c'est juste l'occasion qui a fait le larron ou le Alors, haro? j'avais déjà en effet une appétence pour tous ces sujets-là de data, d'optimisation. De manière générale, je suis un peu geek sur plein de choses, tu vois, et ça se recoupe beaucoup. Tu sais, j'aime beaucoup la productivité, les sujets de comment je peux optimiser mon organisation, etc. Comment je fais? Déjà, j'ai eu une incartade quand même dans le sport d'endurance en 2015, donc il y a maintenant 10 ans, où j'avais fait un marathon. J'avais fait un marathon parce qu'en fait, j'étais en échange universitaire au Brésil, donc il n'y avait clairement pas de hockey possible. Moi, le sport a été une routine dans ma vie depuis que j'ai 6 ans, donc voilà, je me cherchais un nouveau défi et pendant que j'étais au Brésil qui allait pouvoir m'occuper. Et du coup, j'avais fait un marathon. J'avais du coup bien aimé le fait de m'entraîner, d'avoir cette rigueur-là avec des progressions qui sont très, très visibles. C'est vrai que tu l'as moins dans le sport co. Et nous, au hockey, on est, comme je disais, un sport amateur semi-pro. On n'a pas toute la data et les attirails que peuvent avoir certains sports co beaucoup plus professionnels. Donc, moi, je l'avais à titre perso. J'étais content de mesurer quand je faisais ma prépa physique pour la saison, de voir un peu comment je progressais dans mes allures. Moi, j'étais pas aussi, peut-être un truc qui m'a fait prendre le goût de ces sujets-là, c'est que j'étais pas peut-être le joueur le plus talentueux d'un point de vue technique. Donc, je compensais pas mal par le physique. Et par contre, j'étais souvent, dans mon équipe en tout cas, dans les premiers sur les séances de 500 mètres, ce genre de choses. Donc, ouais, j'avais déjà un peu cette appétence pour l'endurance et la data qui vient avec nécessairement. Et forcément, ça a joué énormément dans mes choix professionnels et le fait de lancer Arrow aujourd'hui. Ouais, tu étais déjà piqué sur la data, l'analyse et puis un petit peu le sport d'endurance dans le sport collectif plutôt d'intensité. Comment donc tu nous as expliqué un petit peu pourquoi tu t'es arrêté, en tout cas de pratiquer le hockey, mais comment tu tombes ou tu retombes dans le sport individuel plutôt d'endurance, au-delà de ton incartade il y a une dizaine d'années sur un marathon, mais comment t'en viens au triathlon finalement? Comment j'en suis venu? Alors, je savais d'ores et déjà que j'avais besoin d'avoir une routine sportive post hockey et sport collectif parce que voilà, c'est juste comme ça que je fonctionne. Je sais tout le bien que ça m'apporte d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi récompense. Je trouve ça hyper agréable d'avoir
des victoires dans le sport qui vont en fait te mettre bien mentalement pour tout le reste. Donc, je savais que j'avais besoin de ça. Pourquoi le triathlon spécifiquement? Alors, je me confie, hein, c'est très, très perso. Je ne pensais pas raconter ça. Moi, j'avais un cahier un peu avec des rêves que je m'étais listé quand j'étais plus jeune. Le fait de faire un Ironman faisait partie de ces rêves. Donc, je l'avais dans le coin de la tête depuis très longtemps. Je ne sais pas trop d'où c'est venu. Je pense que j'avais dû voir je sais pas, un reportage à la télé quand j'étais plus jeune, un truc comme ça. Je me dis, ça a l'air complètement dingue. Un jour, j'en ferai un quand je serai grand. Et après, pile au moment où j'ai arrêté le hockey, j'avais un mariage, le mariage de mon frère. Et j'avais une cousine qui est passionnée de sport aussi et qui m'a peut-être après quelques verres dit bon, allez, viens l'année prochaine, on s'inscrit à un Ironman. Je lui ai dit attends, c'est peut-être un peu beaucoup pour commencer de faire un Ironman. Moi, je me suis inscrit à un half, elle s'est inscrite au full de Nice et puis c'est comme ça que tout a commencé. Wow. Et tout de suite, tu prends un entraîneur ou tu trouves un cadre, tu rejoins un club, comment tu t'organises? Non, la première année, j'ai fait un parcours, j'ai pris un abonnement de Training Peaks, je me suis acheté un programme déjà tout fait sur la plateforme. J'avais regardé un peu les clubs. Le problème, c'est qu'à Paris, c'est pas facile parce que beaucoup sont. Le gros intérêt, je trouve, du club de triathlon, c'est en particulier la natation. Et malheureusement, tous ceux que j'avais trouvés avaient des piscines qui n'étaient pas du tout proches de chez moi. Donc, ça voulait dire se lever très, très, très tôt pour pouvoir bénéficier d'entraînement, etc. Donc, j'ai décidé de le faire tout seul. Voilà, cette première année, c'était bien pour une première année, mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas forcément optimal sur l'adaptation, les gains marginaux qu'on pourrait aller chercher. C'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un coach ensuite. Tu t'es déjà amusé cette première année à analyser tes datas, justement, à voir ce que ça donnait, alors par rapport au plan d'entraînement prévu, par rapport au plan d'entraînement réalisé, par rapport à tes sensations. Enfin, qu'est-ce que tu as analysé comme data et qui t'ont fait dire ouais, non, là, ok, c'était bien pour découvrir, mais il va vraiment falloir que je prenne un coach? Qu'est-ce que j'analysais comme data? Pour le coup, je regardais un peu tout. Donc, je regardais ma VO2, comment elle évoluait avec ma montre. J'avais fait un test aussi de VO2 à l'époque. Je regardais ma FTP sur le vélo pour voir est-ce que je progresse. Je regardais beaucoup déjà, c'est un truc que je fais encore beaucoup, pour tu vois, certaines zones données, par exemple de puissance à vélo, quel rythme cardiaque j'arrive à soutenir, ce qui est, je trouve, un bon indicateur de son état de forme. Donc ça, je le regardais. En effet, j'ai vu qu'il y avait eu une progression, mais qui me paraissait pas incroyable par rapport au temps passé. Et puis après, je regardais aussi où est-ce que je me situais par rapport aux objectifs de course que je me fixais. Et je perdais certainement beaucoup trop de temps, j'ai le souvenir. Alors, le programme que j'avais pris, ils avaient un outil de calculateur d'allure et de puissance à avoir sur la course. Et je regardais quasiment, franchement, je pense que 3 mois avant ma course, en plus, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, c'est la première. Je regardais presque toutes les semaines. Ok, maintenant j'en suis là sur ma FTP. Alors combien de watts je vais pouvoir pousser pendant la course? Ok, là j'ai progressé de 10 watts sur la course, c'est bien, je suis content. Donc ouais, je regardais déjà, j'étais déjà un peu sur tous ces outils-là. Après, j'ai jamais. Je trouve que un problème de certaines de ces plateformes, notamment Training Peaks, la data est pas hyper lisible. Donc je regardais plutôt Strava, Garmin, des outils que j'arrive à comprendre plus facilement. Tiens, d'ailleurs, sur les outils et notamment Garmin, il y a quelques années, j'ai produit un podcast avec Grégory Chanez de nakan.ch qui publie un blog sur les objets connectés et autres liés au sport. Et il a développé, et j'ai vu qu'il l'avait mis en public récemment, donc c'est pour ça que j'en parle, il a développé un outil pour pouvoir extraire les fichiers de sa Garmin et analyser, que ce soit alors, le fameux fichier FIT, je crois, mais aussi là où on retrouve toutes les données de distance, de fréquence cardiaque, d'allure, etc., etc. Donc voilà, ceux qui ont une Garmin et qui veulent s'amuser avec les datas, ou peut-être toi, Greg a sorti un outil qui permet de le faire et qui permet de bien s'amuser avec tous les outils, pour autant que les données soient correctes. Parce que ça, c'est un peu le sujet quand tu dis que tu suivais ta VO2 max avec ta montre. Bon, est-ce qu'on est certain que cette donnée soit correcte? Non, c'est sûr que j'avais fait un test d'effort plus parce que voilà, vérifier qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là avant de s'engager sur des sports d'endurance. Et en effet, il y avait un petit delta quand même avec ce qu'indiquait la montre. Bon, si c'est que un petit état, ça va. Je pense que ça dépend des utilisateurs, des conditions et autres. Donc, première année, tu découvres un peu le triathlon, tu fais ton premier tri tout seul. Est-ce que c'est à la fin de la première année que tu rencontres Christophe et que tu décides de l'embaucher comme coach? Exactement. Donc, je sors de ce Alpha Ironman de Nice.
conquis. Je me dis, OK, j'ai trouvé un sport qui vraiment me plaît. J'ai adoré, pas seulement la course, mais j'ai adoré l'entraînement. Je pense que c'est vraiment le plus important parce que c'est finalement plus de 90% du temps va être dédié à l'entraînement et j'ai vraiment adoré ça. Donc, je me dis, OK, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure. Objectif full distance qui était du coup mon rêve depuis un petit bout de temps. Par contre, je me dis que voilà, d'un point de vue pro, ça s'accélère avec ma boîte. Donc, il faut que je puisse optimiser tout ce que je peux optimiser. En gros, moi, un de mes drivers, c'est souvent de me dire, je ne suis pas athlète professionnel, je n'ai pas une infinité de temps à dédier, j'ai envie de garder la priorité absolue, ça reste ma boîte en ce moment. Ça changera sûrement dans ma vie, mais en tout cas, c'est le cas à l'instant T. Ça reste aussi mes proches. Et donc, en gardant ces deux intouchables, entre guillemets, le temps qui me reste à dédier au sport, j'ai envie de. Le but pour moi, c'est de performer au maximum de mes capacités par rapport à ce temps que j'ai à dédier. Et je me suis dit que pour optimiser ce temps que je dédiais, avoir un coach qui va pouvoir. Voilà, il y avait plein de drivers qui me faisaient ça. Déjà, qui va me permettre de ne pas me concentrer là-dessus et en fait tout faire pour moi, me dire c'est ça qu'il faut faire à tel moment. Ça, c'est un vrai gain de temps. Me donner des conseils pratico-pratiques parce que je me posais beaucoup de questions sur la nutrition, le matériel, la stratégie de course, etc. Mais aussi pouvoir itérer sur le programme au fur et à mesure. Parce qu'en fait, c'est un des vrais problèmes, selon moi, des programmes statiques, c'est que si tu peux faire toutes les séances telles qu'elles sont écrites, c'est sûrement très bien. Le problème, c'est que le travail, les déplacements, la fatigue, les blessures font que le programme doit évoluer. Et là, ça évolue pas. Et donc, soit on passe beaucoup de temps à essayer de faire de l'ingénierie, de se dire, tiens, si j'ai raté ces séances, il faudrait que je modifie la suivante en faisant comme ci, etc. Soit on a la chance de pouvoir se faire accompagner par un coach qui, du coup, va faire ce travail-là pour toi. Ouais, surtout que c'est parfois contre-productif de faire soi-même sa propre ingénierie sur le plan et puis d'ajuster la séance d'après. Bon, quand tu rates une séance, de toute façon, c'est bien connu, elle est ratée. Mais par contre, si tu commences à en rater 3-4, c'est peut-être là qu'il va falloir faire de l'ingénierie et puis tout ajuster. Mais c'est souvent contre-productif parce que finalement, le plan qui soit figé dans le marbre, émis par un algorithme ou par un entraîneur, ou alors ajusté par ton propre entraîneur personnel, il va prendre en charge une certaine monter en puissance, en charge, etc. Et donc, si tu t'amuses à ajuster les séances parce qu'il y en a une que tu n'as pas pu faire, tu risques de générer plus de fatigue. Enfin bref, tout ça, c'est des sujets, je pense, dont tu échanges beaucoup avec Christophe. Nous, on l'a fait pas mal avec Fergus sur notre préparation pour le TILE, mais c'est aussi l'avantage, comme tu dis, d'avoir un coach qui est à l'écoute et qui est flexible et qui va pouvoir ajuster ton plan, quoi. 100%. 100%. Du coup, tu challenges un peu tes datas avec Christophe ou pas du tout? Ou c'est lui qui te les challenge? Enfin, comment marche votre relation? Je serais curieux d'avoir son feedback là-dessus. Moi, j'ai l'impression d'être j'ai plutôt un profil bon élève. Donc, de manière générale, j'applique le programme et c'est plutôt de temps en temps lui qui va venir. Alors, soit j'ai des questions très spécifiques, ce qui arrive. Par exemple, là, cette année, parce que c'est assez aligné d'un point de vue pro, perso, etc., et que ça rejoint bien l'objectif d'optimiser mon temps, j'ai envie d'utiliser beaucoup la data dans mon entraînement. Donc là, je vais lui poser des questions, de lui dire quel test, toi, serait intéressant pour toi pour aller encore plus loin dans la définition de méthode d'entraînement, etc. Donc là, il va me dire, voilà, il faudrait que tu fasses tant de tests de VO2 par an, à tel moment dans ta prépa, etc. Sinon, c'est plutôt lui qui me fait le programme, qui, si tout se passe bien, va me faire des catalogues un peu régulièrement, me demander où j'en suis, me demander si on peut accélérer un peu, si à l'inverse, c'est un peu chaud de suivre le programme. Et puis parfois, si moi j'ai des impératifs, des choses qui changent, là, je vais lui dire, hello pour info, je suis pas chez moi pendant une semaine, j'aurai pas de vélo, est-ce qu'on peut adapter le programme ou j'ai vraiment pas le temps d'aller à la piscine en ce moment, est-ce qu'on peut adapter le programme, etc. Bon, tu fais comment justement quand tu peux pas faire un des trois sports? Alors quand tu peux pas faire du vélo, tu peux croiser un peu en compensant avec la course à pied, mais quand tu peux pas nager, qu'est-ce que tu fais? Tu prends dans tes valises des élastiques et puis tu fais ça à l'hôtel? Euh, je demande à Christophe d'abord. Pour être tout à fait transparent, je lui dis c'est quoi le plus optimal. J'avoue que la natation, moi, c'est un peu l'enfant terrible dans mon entraînement. C'est peut-être celui que je priorise un peu le moins. Donc, j'essaye, évidemment, quand je suis en déplacement, de trouver une piscine pas loin, etc. Et sinon, ça peut être la séance qui saute. Je vais en effet essayer. Alors, j'ai pas d'élastique. Par contre, de compenser par une séance de musculation. Je me dis, évidemment, c'est pas ISO, mais dans l'hôtel, s'il y a une salle, super. Sinon, des pompes, des abdos, du gainage, ça fait quand même un peu de renforcement du haut du corps, ce qui fait pas de mal pour la natation.
Tu m'étonnes. Je crois qu'on en est tous au même point. Qu'on soit triathlète ou swimrunner, ou en tout cas quand on a des disciplines enchaînées, on en est tous au même point. Jongler avec le quotidien et savoir essayer de pouvoir adapter. Bon, voilà, on a passé un petit peu en revue ton profil de sportif, ton profil de néo-triathlète, entre guillemets. Ça a donné quoi, ton premier full? Mon Hormis le fait que premier, c'est passé la ligne. mon premier full, 10h07. Donc, content pour un premier full. Un peu en dessous de l'objectif qu'on s'était fixé avec Christophe, parce que Christophe, on le connaît, c'est le roi du pacing, et du coup, il m'avait donné un objectif qui, je pense, était complètement atteignable. Mais, euh, mais j'ai eu un petit souci de ventre au début de la course à pied, avec des crampes en haut de l'estomac, qui seraient a priori pas digestifs, parce que voilà, j'ai pas eu de troubles particulièrement digestifs. C'est certainement plus des crampes liées à la position aérodynamique sur le vélo, qui ont fait que j'ai eu un premier 10-12K sur le marathon très très compliqué, qui m'a en fait perdre beaucoup de temps par rapport à l'objectif, où j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire, et j'ai pris vu que c'était le premier, j'avais un peu peur de la suite. Et puis finalement, et c'est un de mes gros apprentissages, c'est qu'en fait c'est tellement long qu'on a le temps d'en fait d'avoir des hauts, des bas, et il faut s'accrocher quand c'est bas parce que ça va revenir, et pas paniquer surtout. Et en fait c'est revenu, et c'était quand même une super expérience. J'ai adoré, j'ai passé un super moment même dans la difficulté. Et ça reste un très bon chrono pour un premier, duquel je suis assez fier. Ouais, tu m'étonnes. 10h07 pour un premier, c'est franchement pas mal. Bon, j'essaie de rentrer un petit peu dans le détail, mais tu as dit que pour cette année, vous alliez fixer de nouveau avec un X objectif, avec un S. Il y a quoi? Il y a explosé le chrono? Alors j'aimerais bien, il y a deux objectifs. Il y a exploser le chrono, passer sous les 10 heures, parce que c'était j'étais si proche qu'il faut absolument que je passe dessous. Mais pourquoi pas aller encore chercher des marques supplémentaires? Là, le plan initial, ça va dépendre évidemment de la course que je choisis, parce que j'ai pas encore fixé quelle date ce serait. Et évidemment, si c'est un parcours avec plus de dénivelé ou pas, on va adapter. Mais là, j'avais fait un Ironman qui était très plein. J'ai fait Hambourg. C'est vraiment une crêpe, la partie vélo. Il y a un peu de dénivelé sur la course à pied, mais franchement, c'est pas grand-chose. Le plan de course, c'était 9h38. Donc, sur un premier, j'étais pas très loin si tout s'était passé comme prévu du 9h30. Donc, peut-être passer sous les 9h30, c'est l'objectif très ambitieux, je dirais. Et le deuxième objectif très, très ambitieux, ce serait pourquoi pas d'aller chercher une qualif groupe d'âge. C'est très difficile à lire, surtout avec les nouvelles règles d'attribution. Je ne sais pas exactement quel temps il faudrait aller chercher, mais, mais voilà, c'est un des rêves cachés derrière, de pouvoir un jour faire connard. Bon, les règles, de toute façon, elles ont toujours été très simples, hein. C'est comme un concours à l'école, hein. Il faut être le premier, puis c'est tout. Exactement. Alors là, maintenant, ça a changé. Il faut être dans les X% de temps du machin, C'est ça. mais bon, on verra. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'abord d'essayer de faire le meilleur temps possible avec le temps que j'ai à dédier cette année. Et l'objectif chiffré, on l'affinera réellement quand on sera plus proche de la date, au vu de ma forme. Et puis après, si ce temps-là peut permettre d'aller chercher une qualif, là, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. Bon, tu parles de date, justement, de fixation d'objectifs, ça tombe bien. C'était l'idée originelle de notre échange, qui est née finalement d'une question que tu as posée dans un groupe WhatsApp. Tu peux nous en parler rapidement déjà, alors pas de la question tout de suite, mais on va encore teaser un peu, mais surtout de l'intérêt du groupe WhatsApp que tu as créé, enfin de la communauté, Ouais. quel genre de sportives et de sportives s'y retrouvent, échangent, et puis après la question que tu as posée. Ouais, donc le Threshold Club, c'est vraiment lié né de cette passion commune entre le pro et le perso, de l'amour de la data dans le sport en particulier, et pas seulement sur la santé, et comment la data peut servir à optimiser son entraînement, sa performance. Et je me suis rendu compte que je me posais plein de questions, que ChatGPT, c'est un bon début, mais c'est toujours mieux d'avoir des gens qui l'ont vraiment testé, vraiment vécu, pour éviter certains écueils. Et, euh, et donc, j'ai créé cette communauté qui est un groupe WhatsApp qui regroupe des gens qui partagent cette passion, qui l'appliquent dans leur pratique sportive. Il y a des sports différents. Il y a des gens qui font que du running, il y a des gens qui font du trail, il y a des gens qui font du triathlon, il y a des gens qui font du swimrun, il y a des gens qui font de la course à pied sur route. Il y a des gens qui font après des sports plus exotiques, du biathlon, enfin, il y a plein de l'ultracyclisme, il y a plein de passionnés de sport d'endurance. L'idée, c'est de se poser des questions. Alors parfois, on va se poser des questions sur des tests, du matériel, de la nutrition,
Est-ce que quelqu'un a déjà testé ça? Parfois, ça peut être sur une course en particulier, sur un objectif. C'est assez large. Elle est assez jeune, cette communauté, donc je pense que ça se rôde encore un peu, mais il y a déjà eu quelques échanges hyper sympas où on a pu apprendre des trucs intéressants. Et l'un des derniers échanges, justement, qui a donné naissance à cet enregistrement, c'est toi qui poses la question. Alors, je la reformule rapidement, mais en gros, comment est-ce que vous fixez votre objectif de la saison? Alors déjà, est-ce que vous en fixez un ou plusieurs? Et puis ensuite, quand vous le ou les fixez, est-ce que vous les mettez avant les vacances, après les vacances, avant l'été, après l'été, en hiver, etc. Donc, quel est toi ton ressenti après tous ces échanges sur comment fixer son ou ses objectifs? Ouais, bah, déjà, c'était intéressant parce que j'avais un peu peur d'être le seul à me poser cette question, de me faire un peu des nœuds au cerveau et que les gens choisissent leur course de manière complètement différente. Ce qui est ressorti, c'est qu'en gros, c'était du 50-50 à peu près de 50% des gens prenaient pas tellement en compte les vacances, le calendrier, etc. Ils avaient d'autres drivers dans la définition de leurs objectifs, mais tu avais quand même 50% pour qui c'était vraiment un élément important dans la définition de leurs objectifs. En fait, moi, la question, elle m'est venue de j'essaie de planifier justement l'année prochaine. Je sais que j'ai un gros objectif qui va être cet Ironman. Je sais qu'avant ça, je vais du coup vouloir faire un semi-Ironman de préparation. J'ai un peu un objectif aussi de faire un marathon parce que ça permet de passer un palier en course à pied et d'atteindre aussi des sous-objectifs, notamment le sub 3 que j'aimerais bien faire un jour. Un des learnings de l'année dernière et de cette première avec Christophe, ce qu'on s'est dit, c'est que j'en avais peut-être trop fait et j'avais fait 3 courses, notamment un semi-marathon, un semi-Ironman et un full Ironman entre avril et mi-mars et le 1er juin et qu'en fait c'était trop proche parce que entre les affûtages, les semaines de récupération, ça ne permettait pas vraiment de faire des gros blocs d'entraînement entre les différentes courses et donc finalement la progression elle a un peu stagné à partir d'un certain moment parce que c'était plus à chaque fois de l'affûtage, préparation pour la prochaine course, affûtage, préparation pour la prochaine course. Et donc, je m'étais dit, ok, j'ai envie d'écarter un peu plus mes courses. Logiquement, l'une idée, c'était de se dire, peut-être un semi-Ironman avant l'été et un full Ironman après l'été. L'autre avantage de faire le full Ironman après l'été, ça permettait d'avoir plus de temps pour se préparer et ça permettait aussi dans l'hypothèse où il y aurait qualification, ce qui n'est vraiment pas certain, de se qualifier pour l'année d'après. Parce que c'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est que si on se qualifie jusqu'à, il me semble, c'est même mi-août, en fait, on se qualifie pour octobre de la même année. Et moi, je me dis, si jamais je devais me qualifier, réenchaîner directement sur Kona 2 ou 3 mois après, forcément pas au top d'un point de vue entraînement, parce qu'un entraînement, un Ironman, ça laisse quand même des traces pour aller mettre un gros budget, parce que ça coûte quand même, c'est pas anodin d'aller à Hawaï, etc. C'est mieux de se qualifier à partir d'octobre, on se qualifie pour l'année suivante, donc on a un an vraiment de préparation. Donc ça, c'était le plan initial. Sauf que est passé cet été, et je m'étais mis un objectif, du coup, là j'ai un objectif marathon mi-novembre, donc j'avais quand même déjà un peu de préparation à commencer. Et je me suis rendu compte que c'est pas facile de s'entraîner l'été, parce qu'on n'a pas cette routine pro, on n'est pas forcément chez soi, il fait chaud, on est avec de la famille ou des amis, et on n'a pas envie d'être le relou qui dit « Ah bah non, je peux pas faire ça parce que j'ai telle ou telle sortie ». Et donc voilà, ça a un peu challengé le plan et je me suis demandé du coup sur la communauté, est-ce que d'autres gens étaient comme moi? Et ce qui est ressorti, c'est qu'en effet, les 50% des gens se posent cette question. Il y avait pas mal de gens pour qui, en effet, l'été était un peu sacralisé comme un moment où il fallait prioriser d'autres choses que le sport et prioriser le perso, les moments avec les potes, les sorties, etc. Et donc, ça paraissait plus logique de faire un objectif avant l'été, de pouvoir souffler ensuite en récup. Pour certains, à l'inverse, ils n'arrivent pas trop à s'entraîner l'hiver parce qu'il fait froid, c'est dur, et donc ils préfèrent pouvoir s'entraîner quand il fait beau et du coup se mettre plutôt un objectif en deuxième partie de l'année. Bon, mais tout ça, ça répond pas à la question. Toi, du coup, enfin, ça répond partiellement à la question. Toi, du coup, tu choisis quoi comme, Et, comme et, schéma? du coup, finalement, je suis revenu un peu sur mes pas. Ça sera pas, en tout cas en l'état, ça sera pas un objectif après l'été, mais plutôt un objectif avant l'été. Parce que voilà, je sais que si je prends un objectif après l'été pour le Ironman qui colle bien, etc., c'est plutôt des dates en octobre. Ce qui veut dire que le mois d'août est essentiel parce que c'est vraiment le pic de la prépa. Et j'ai bien vu cette année que me faire un pic de prépa à ce moment-là, je pense que c'est trop de sacrifices. Voilà, je ne prends pas beaucoup de vacances avec ma vie pro qui est bien chargée. Donc, quand j'en prends, j'ai envie de profiter au maximum de mes proches et de mes amis et sortir faire
6 heures de vélo le samedi, c'est pas forcément le moyen de profiter un maximum. Et en plus de ça, la chaleur, moi, je pense que ça me pèse pas mal en termes de performance dans l'entraînement. Donc, voilà. Donc, je vais choisir plutôt un objectif avant l'été et après pouvoir souffler ensuite. Bon, ce qui veut dire que si tu obtiens ta qualif, ce sera avant l'été, mais tu devras quand même en remettre une caisse pour aller en octobre à Hawaï. Exactement. Mais bon, ça serait. Dans ce cas-là, dans ce scénario hautement improbable, je serais prêt à me remettre une prépa à ce moment-là et voilà, et à capitaliser aussi sur les acquis du coup de la première course. Allez, on va se dire que tu vas te donner 2 ans, une première année pour péter le record en termes de temps et atteindre le sub 9,30 et puis la deuxième année pour aller chercher une qualif et là, cette fois-ci, après, aller sur Hawaï. Voir que ça fait pas mal. Déjà, un full en 2026 et puis 2 en 2027, donc un pour te qualifier et l'autre à Kona, c'est sympa comme objectif. C'est déjà bien costaud, ouais. Il y a des sujets qu'on pourrait poser aussi là-dessus dans la communauté, notamment sur l'acclimatation ou le fait d'apprécier ou pas de s'entraîner sous la chaleur. Alors, quels sont les tuyaux? Bon, c'est un peu le marronnier, hein, tous les ans ça ressort. Comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner quand il fait chaud, quand il fait trop chaud, quand il n'y a pas d'eau, quand on est en vacances, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir le point de vue de la communauté et pas uniquement de un ou deux journalistes ou spécialiste de son sport qui va donner son avis, quoi. Donc, je te donne des idées de sujets à poser. Super, je le note. Et où est-ce qu'elle va t'emmener, cette communauté? Donc, on l'appelle, tu l'as appelé la Threshold, le Threshold Club, Threshold comme seuil en anglais. Pourquoi ce nom? Pourquoi comme le seuil? Parce que c'est le seuil d'atteinte des objectifs, c'est quoi? Bah, plutôt comme le seuil d'entraînement, on cherchait, vu qu'il y a cette idée de data, c'est pas juste une communauté de sportifs. C'est vraiment, nous, on a insisté sur le fait au début, il y avait même un petit formulaire pour rejoindre, etc. Que voilà, l'idée, et je ne dis pas que la data est essentielle dans le sport, et j'ai plein de potes qui font du sport, d'ailleurs, avec très bon niveau, sans être aussi assis sur la data. Mais c'est juste une manière différente de le faire. Et nous, là, ce qui nous amuse dans cette communauté, c'est vraiment l'idée de se dire comment on peut utiliser la data dans son sport. Donc, c'est un biais un peu geek dans l'approche. Et donc, le threshold, c'était l'idée justement d'avoir ces gens-là qui mettent de l'importance sur leur seuil lactique, leur seuil de VO2 à l'entraînement, ce qui veut dire que c'est des gens qui sont déjà un peu assidus sur la data. Ouais, ok. Du coup, est-ce que tu veux l'emmener, cette communauté? Est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de promouvoir Haro, même si je ne crois pas t'avoir vu mettre un seul message sur le sujet dans la communauté, mais où est-ce que tu vas l'emmener? Est-ce qu'à terme, ce sera une communauté plutôt pour Haro? Est-ce que ce sera une communauté pour des sportifs? Et puis, de temps en temps, quand l'occasion se présente, entre nous, entre guillemets, ambassadeurs ou pas, ou toi, rediriger vers les services que vous proposez? Enfin, ou est-ce que c'est vraiment un jeu, un outil à côté pour aller chercher les gains marginaux? Alors, c'est une bonne question. Tu n'es pas le premier à la poser. Le fait que ça devienne la communauté à part entière Haro, ça, c'est vraiment pas prévu et c'est pas le but. On a notamment une communauté d'utilisateurs Haro qui s'appelle Haro. Et là, vraiment, on va échanger sur les fonctionnalités, les feedbacks, etc. Donc, ça, non. Le fait que parfois, je puisse pousser Haro potentiellement, si l'occasion se présente et que ça fait du sens, oui. Mais tu vois, tu l'as dit, je ne l'ai pas fait encore parce que je n'ai pas envie que ça soit vécu comme un outil commercial déguisé, etc. Du coup, où est-ce que je vais l'amener? Honnêtement, quand je l'ai créé, je ne me suis pas forcément posé la question, si ce n'est que ça puisse être évidemment le seul intérêt que je peux trouver pour Haro, mais qui en fait est aussi un intérêt très perso, c'est un laboratoire de comprendre ce profil d'utilisateur, qu'est-ce qu'il va rechercher, quelles sont ses attentes. Parce que ce n'est pas le seul profil d'utilisateur qu'on a chez Haro, mais c'est un des profils importants. Et donc, c'est vrai que c'est un peu l'externalité positive, même si je l'ai fait un peu moi à titre perso pour poser des questions, avoir des réponses, voir un peu comment j'interagisse. Le bénéfice pro, il vient de m'en servir comme un laboratoire, apprendre ce que les gens cherchent. Et j'ai déjà eu des insights intéressants sur des tests que les gens voulaient faire qu'ils ne trouvaient pas, que potentiellement, du coup, on va commercialiser. À l'inverse, des tests qu'on nécessitait à commercialiser où on voit que ça ne fait pas du tout consensus et donc on se dit que ce n'est peut-être pas la priorité. Donc, c'est là où ça me sert aujourd'hui. Ok. Revenons un petit peu sur Haro, justement. Alors, je rappelle, hein, l'épisode n'est pas sponsorisé. L'idée, c'était d'échanger avec toi sur ton profil et puis sur les idées qu'on pouvait avoir en commun ou pas. Mais ça me titille, ça me turlupine, cette histoire d'Haro. Tu peux nous en dire plus parce on n'est pas trop rentré dans le détail. Est-ce que c'est
pour les sportifs, pour les non-sportifs, pour tout le monde? À quoi ça sert? Comment ça marche? Combien ça coûte? Etc. Alors, c'est pour tout le monde, c'est pas excluant parce que vraiment l'objectif nous qu'on a, c'est d'aider à optimiser sa santé avec un impact court terme, bien-être, être mieux, atteindre ses objectifs, comme je disais en début d'épisode, et moyen terme de prévention santé. Maintenant, on a fait un choix dans notre positionnement et donc dans les fonctionnalités qu'on va choisir de beaucoup s'adresser à nous, ce qu'on appelle le performeur. Donc le performeur, c'est toi, c'est moi, ça peut être un sportif amateur qui cherche à optimiser sa performance sportive, ça peut être un entrepreneur qui veut avoir un maximum d'énergie pour être au top dans son quotidien, prendre les bonnes décisions, ça peut être quelqu'un qui veut performer avec ses proches et s'assurer que voilà, il passe pas à côté de moments. Donc c'est un arriveur. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on estime que si on arrive à bien servir ce personnage qui est un personnage très exigeant, en fait, on apportera aussi énormément de valeur à des personnages qui ont peut-être des objectifs un peu moins ambitieux, qui vont peut-être juste être sur de la prévention santé, entre guillemets, et du bien-être au sens plus large. Très concrètement, comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est un produit qui a 3 briques. La première, c'est collecter un maximum de contexte. Donc, on a 2 sources de contexte aujourd'hui. Un bilan biologique avancé, réalisé dans des labos partenaires. On va tester plus de 60 biomarqueurs. On a choisi de la biologie parce que ça donne beaucoup d'insights, notamment en testant des marqueurs qui ne sont pas testés de manière classique sur la nutrition, sur le stress, sur la santé cardiovasculaire, sur les différents déséquilibres qu'on peut avoir. Donc, c'est une très bonne source de données qui est assez peu exploitée, assez peu accessible. La deuxième source de contexte qu'on a aujourd'hui, c'est un bilan très poussé du mode de vie, des objectifs et des antécédents. Donc, c'est un questionnaire qu'on a construit avec des spécialistes. On a un médecin dans l'équipe et on allait s'appuyer sur des psychologues, des experts du sommeil, des experts en nutrition et on va poser plein de questions. Demain, on va venir rajouter 2 sources de contexte et j'y viendrai. On aimerait très vite avoir les wearables, avoir des tests supplémentaires, que ce soit biologique ou autre que biologie. Et ça, on va avoir des annonces incessamment sous peu. La deuxième brique de notre produit, c'est faire du sens de toute cette donnée. Et donc là, on utilise de l'IA et on va venir corréler tous les éléments pour avoir une lecture très personnalisée et fine. Ce que ça me permet de faire, c'est un protocole sur tous les piliers de la prévention et de l'optimisation de sa santé, donc de la nutrition, du sommeil, de la santé mentale, compléments alimentaires, activités sportives, potentiellement des follow-up médicaux si on estime que c'est nécessaire et qu'il y a potentiellement des gros déséquilibres qui nécessitent d'aller consulter. Donc ça, c'est vraiment notre casquette prévention. Il y a toujours une relecture par un médecin qui va vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination, pas d'oubli, pas de choses graves, etc. C'est ensuite mis à disposition du patient. Encore une fois, j'insiste sur ce travail de corrélation qui est un peu notre secret sauce, c'est plutôt que de juste lire un marqueur et dire tel marqueur est rouge, voilà les recos génériques qu'on met en face. Nous, on essaie toujours de se dire tel marqueur est rouge, quels sont les objectifs de la personne, du coup, est-ce que c'est grave ou pas grave que ce marqueur soit rouge? Si ça a un impact sur ses objectifs, qu'est-ce qui peut expliquer dans le mode de vie de la personne que ce marqueur soit rouge et du coup donner une reco vraiment adaptée à ça. Et la troisième brique, qui est vraiment là où on veut aller le plus, c'est cet aspect copilote. En gros, nous, le constat qu'on a fait, c'est que des boîtes de check-up, il y en a plusieurs, mais souvent, c'est un peu trop statique. On sort avec une liste d'actions à faire, mais l'enjeu, c'est comment je les mets en place dans mon quotidien. Et là, on veut vraiment agir du coup comme ce coach, ce concierge, ce copilote qui va aider à prendre ce protocole qui a été validé par un médecin et le mettre en place dans son quotidien en répondant à ces questions de manière contextualisée, en proposant des menus hebdomadaires, des programmes de sport, demain en étant connecté avec justement les wearables, etc. pour un performeur, pour pouvoir itérer sur le protocole, pas seulement au moment des prises de sang, mais en continu en disant attends, là on va adapter parce que cette semaine, grosse charge à l'entraînement ou alors mauvais sommeil parce que stressé au taf, etc. Donc on va changer ça sur le protocole. Vraiment agir comme un coach et ça va se faire aujourd'hui via une appli web et très vite via une appli mobile. Est-ce que vous allez pousser entre guillemets le copilote, le coach pardon, sur des recommandations dans la journée quoi. En gros, vous regardez la persona de votre performeur. Si on prend un performeur sportif, vous vous rendez compte que il nage 3 fois par semaine de 7 à 9 le matin. Puis il y a une semaine, le mercredi, il n'a pas été nager quoi. Est-ce que Haro va envoyer un petit message en disant tiens, aujourd'hui, on a vu que tu n'avais pas nagé. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que tu es fatigué? Des choses qu'on n'aurait pas détectées en analysant en plus tes wearables. Donc, les wearables, je le rappelle, c'est tous les outils connectés, notamment les montres, les bagues et autres qui permettent en continu, entre guillemets, de mesurer les paramètres physiologiques. Ouais. C'est 100% un des use cases qu'on aimerait être capable de faire demain. On appelle ça, nous, alors ça ressemble beaucoup. Il y a
Moi, je suis utilisateur, c'est pas de la pub, pas sponsorisé, de Whoop, qui est un bracelet qui traque la récupération et le sommeil. Et ils ont une fonctionnalité qu'on aime bien qui s'appelle le journaling, où en gros, c'est vraiment de l'input utilisateur. Tous les matins, moi, je vais un peu dire des choses que j'ai faites la veille, pas faites, etc. Et en fonction, il va être capable de me dire, bon, bah, ça a un impact sur ta récupération, ça a un impact sur ton sommeil, positif, négatif. Et donc, nous, les inputs passifs, choses qu'on veut faire et comprendre, bah, en fait, ok, tu es très fatigué ou tu t'es blessé. Tiens, est-ce qu'il y avait des choses qui nous expliquaient, qui peuvent expliquer ta blessure dans les choses qu'on avait pu observer, les éléments précédents. Ok. Tu me vois bien? Parce que j'ai l'impression que chez moi, ça a planté. Moi, je te vois bien, ouais. Ça, j'ai l'impression Ok. qu'il y a eu un petit freeze aussi, mais Bon, là, ça écoute, fonctionne. je te vois plus, mais je t'entends, c'est l'essentiel. Ceux qui nous regardent sur YouTube, bah, contentez-vous de nous écouter et pas de nous regarder. Euh, écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode, hein. Je t'avais promis qu'on ferait pas trop long. J'ai encore deux questions signature. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui es un néo-triathlète, mais un fan de data et un ancien sportif de haut niveau, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Quel est mon meilleur conseil pour devenir triathlète? J'ai peur de dire un conseil très bateau, mais qui est très vrai, c'est la progressivité, quoi. C'est y aller, progressivité dans l'entraînement, évidemment, parce qu'on a dans tous les 15 fois les blessures, la charge physiologique, blablabla. Mais c'est aussi progressivité dans les objectifs pour construire la passion petit à petit et pas se cramer trop tôt avec peut-être un truc trop ambitieux qui va en fait laisser un souvenir de oh putain, le triathlon c'est très dur, il faut des heures, etc. Le triathlon, ça peut être moi ma première course, j'en ai pas parlé avant de faire un Alpha Ironman, juste pour me dire comment on fait des transitions, comment on installe son vélo en amont, etc. J'avais fait un format S et j'avais trouvé ça super aussi. Donc il n'y a pas de triathlon mieux qu'un autre, de distance mieux qu'une autre, et donc c'est vraiment y aller petit à petit, découvrir ce sport de manière progressive. Et en plus, ça permet de se garder toujours des nouveaux objectifs. Je pense que si on y va trop vite, trop fort, le risque, c'est qu'au bout de 2 ans, on n'ait plus rien on n'est plus de rêve dans ce sport et après, on passe à autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question que tu pourrais peut-être avoir sur la communauté, c'est la pause. Nécessaire, pas nécessaire, on la fait pas, on la fait courte, on la fait longue, sur ordonnance, commandité par le coach, comment est-ce qu'on la gère? Moi, je suis un gros adepte justement de faire une grosse pause après l'atteinte d'un objectif, que ce soit un semi-objectif ou un objectif, ou l'objectif de la saison, pour pouvoir laisser le temps, pas que au corps de récupérer, mais aussi à la tête, quoi, avoir l'envie d'y retourner. Et dans le sport, dans le triathlon, on pratique 3 sports, donc il faut vraiment avoir 3 fois plus envie d'y aller. Ouais, 100%, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je suis plutôt adepte de la pause aussi. Parce qu'il faut une vie. Mais je pense que c'est très propre à chacun parce qu'il y en a, c'est comme ça qu'ils sont équilibrés. Moi, en effet, je trouve que tout est une question dans la vie d'équilibre. Et donc, il y a des moments où, surtout à l'approche d'une grosse échéance, où on va peut-être surpondérer un peu la préparation Ironman, la préparation en course et donc faire plus d'entraînement. Après, il faut lâcher un peu prise. Et de toute façon, moi, la course, elle s'est faite déjà parce que j'avais envie de rééquilibrer plus de temps pour mes amis, mes proches, ma famille, ma copine. Et puis aussi, physiquement, j'étais bien cramé pendant quelques semaines. Et donc, de toute façon, j'allais me faire un footing de 5 km et je sentais que ça laissait déjà des traces. Et donc, la pause se faisait un peu d'elle-même. Bon, bientôt, Haro nous enverra une petite notification en disant hop, 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 c'est pas le moment d'y aller, enlève tes baskets, t'es encore en pause. Exactement. Écoute, je te remercie. La dernière question de signature aussi un petit peu de ce podcast. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on te suit, Haro, qu'on s'abonne, notamment pour savoir quand ce sera dispo à Toulouse? Ouais. Alors moi, je suis à titre pro, du coup, je parle pas, mais je parle aussi de mes objectifs sportifs pas mal sur LinkedIn, donc Gaspard Ouette. Je suis aussi sur Instagram et Haro, pareil, on est sur Instagram principalement, ça s'appelle Join Haro, notre compte, Join plus loin ARO, et on a un site web également, joinharo.com. Voilà, c'est là principalement où j'interviens. Et bien sûr, dans la communauté Threshold, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous enverrai le lien WhatsApp sans problème. Ouais. Et puis sur Strava aussi, quand même, pour suivre tes performances. Et c'est vrai que je suis sur Strava. Aujourd'hui, c'est plutôt
des gens que je connais qui me suivent. J'ai pas trop d'inconnus, mais oui, je mets tout sur Strava, pas en cachet, parce que voilà. J'aime bien avoir mes likes de Christophe sur mes activités. C'est clair, je ne sais pas comment il fait, hein, Christophe, pour nous suivre tous individuellement, suivre nos entraînements, suivre nos tatas, revenir vers nous quand il y a un truc qui semble clocher, et puis en même temps être à fond sur nos réseaux sociaux. Il doit être 15 en fait. Déjà, tout, dans sa tête, il ne doit pas être tout seul, mais il doit y avoir 15 Christophe Cabas. C'est sûr. Bon, Gaspard, je te remercie. On a tout passé en revue ou tu avais une dernière réflexion, une dernière chose que tu aurais bien voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas touché du doigt? Non, bah écoute, moi, j'ai pas d'autres sujets. Je suis déjà hyper content d'avoir pu participer en tant que néo-triathlète, de participer à ce podcast. J'ai l'impression d'être un sportif de haut niveau. Mais non, merci beaucoup. C'était chouette. On a couvert plein de sujets et c'était une discussion hyper intéressante. En tout cas, Bon, eh ben, écoute, je te remercie encore. Je te dis à bientôt. Peut-être qu'un de ces quatre, quand je passerai sur Paris, je passerai te voir à Station F. Ou alors, quand tu viendras déployer Haro à Toulouse, on aura l'occasion de se voir. avec plaisir. Merci Gaspard. Ciao.